Gentes dames, nobles sires, je vais vous demander de bien vouloir baisser vos testons en passant sous la poterne, car nous sommes bas de plafond et vous risqueriez d'abîmer nos vieilles pierres. Une fois franchi cette porte, impossible de rebrousser chemin, car ce voyage en terre des Bourbons nous ramène en l'an 900. C'est ici, dans la forteresse de Bourbon-l'Archambault, que tout commence. La possession de cette puissante forteresse de Bourbon assure à ces sires de Bourbon qui se développent et qui développent leur seigneurie une assise territoriale et militaire importante. C'est l'affirmation de leur puissance et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils choisissent le nom de la forteresse, le nom de Bourbon, comme nom dynastique. La forteresse est à la fois le symbole du pouvoir et son outil d'exercice, puisque c'est là qu'on entrepose les archives, c'est là que siège une partie de l'administration militaire, etc. À l'origine, le mur d'enceinte comptait 15 tours comme celle-là. Tout résistant à l'expansion des seigneurs de Bourbon était considéré comme un ennemi, alors la forteresse constituait un véritable arsenal avec ses créneaux, ses meurtrières, sa herse et son assommoir. Le château, perché sur un éperon, balisé par des retenues d'eau, était réputé imprenable. Certaines parties ont disparu, comme les Saintes-Chapelles. À cette époque, pouvoir et religion ne peuvent pas être dissociés. Au fur et à mesure que le territoire s'étend, de conquête en alliance, notamment avec les moines de l'abbaye de Cluny, les Bourbons font construire des édifices religieux, comme à Moulins, la capitale du duché. Pour les Bourbons, la religion, c'est très important. Le cri de guerre des Bourbons, c'est Bourbon Notre-Dame. Et ils ont une dévotion très particulière à la Vierge Marie. Cette cathédrale s'appelait la collégiale Notre-Dame, il s'appelle la cathédrale Notre-Dame. Et si on voit les vitraux à l'intérieur, on verra que cette dévotion occupe une place très importante. La majorité des artistes de cette époque sont restés anonymes, mais quelques signatures émergent, telles que celle du maître de Moulins, dont l'œuvre la plus célèbre reste le triptyque de la Nativité. À Souvigny, dans les chapelles de l'église où reposent les ducs de Bourbon, c'est au sculpteur Jacques Morel que l'on doit les statues de Gisons, représentant Pierre II et son épouse Anne de France. Souvigny, Moulins, Bourbon, ces trois villes concentrent le tourisme depuis plusieurs années. Pourtant, la marque de cette dynastie imprègne toute la région. Le Bourbon-Rama invite à emprunter les chemins de traverse autour de 5 circuits différents, de 60 à 90 km chacun. Tout un chacun a forcément plus de difficultés à aller vers des sentiers ou vers des itinéraires routiers que l'on ne connaît pas, qui ne sont pas forcément toujours repérés de manière très, très facile sur des cartes. Donc je dirais le naturel fait qu'on a plutôt tendance à s'attacher à visiter les grands sites et parfois à oublier de petits sites ou de petits villages, mais qui valent certainement le détour, au moins une petite halte de quelques minutes. Nous avons pris le parti d'être véritablement sur des histoires très simples et d'essayer de simplifier l'histoire des Bourbons à travers les âges, mais qui permet aussi d'illustrer une grande partie de l'histoire de France, mais sur des notions qui sont véritablement très simples. Et donc, il n'est pas question d'assommer les gens avec des dates, mais simplement de prendre plutôt le côté anecdotique de l'histoire. Des anecdotes et beaucoup de détails significatifs hantent l'architecture moulinoise. En 1310, les Bourbons deviennent la branche cadette de la famille royale. Ils sont princes de sang mais ne règnent pas. Toutefois, ils sont assez riches pour devenir mécènes. Nous sommes devant le pavillon Anne de Beaujeu. C'est l'un des tout premiers pavillons Renaissance en France. Il a été édifié autour des années 1500, au moment où Charles VIII, donc le frère d'Anne de France, revient d'Italie. C'est un pavillon italianisant, donc qui se caractérise notamment par une loggia, une galerie si vous voulez, donc qui permet d'aller directement dehors. Et puis par cette tour-porche que vous voyez, et par ce décor foisonnant, très raffiné, qui fait référence au
aux ors de l'Antiquité, aux pilastres cannelés par exemple, et qui présentent un décor extrêmement raffiné. P.A. Les initiales des commanditaires, Pierre II et Anne de France, ornent le fronton du pavillon. Pour les ducs, l'art n'est pas seulement une question de prestige ou de pouvoir, c'est un plaisir. La généalogie des Bourbons, foisonnante, n'est pas facile à aborder. Alors pour éviter le cours magistral, le circuit favorise la mise en scène au moyen de visites menées par des guides en costume. Ici, on est dans la salle de la maquette. Donc c'est pour vous montrer comment la forteresse avait été construite au XIIIe siècle. Puisque maintenant, sur les 15 tours, il nous en reste plus que 3. Donc avec un petit pont-levis au milieu, puisque ça séparait la haute cour et la basse cour. Donc la haute cour pour le seigneur et tous ceux qui étaient au plus haut. Et la basse cour pour tout ce qui était paysan, les animaux, les forgerons et tout ça. Je pense que le costume a sa fonction à part entière. Effectivement, une personne qui vient vous trouver, vous voit vesti en XIIIe siècle, va obligatoirement être interpellée et va donc plus aisément nous poser quelques questions. De ce fait, nous allons lui répondre. Et je pense que cela va ouvrir la curiosité des gens et permettre plus facilement leur entrée dans la forteresse. La débardinoire est un tombeau renfermant les reliques de Saint-Menou. Il s'agit d'une pierre creusée, avec sur le côté une ouverture par laquelle on peut passer la tête. Ce geste surprenant avait la réputation de guérir les simples d'esprit. On est à la fois pédagogique, sans être totalement sérieux, puisque notamment dans les séquences MP3, nous faisons appel à des contes, à des légendes, donc avec une partie beaucoup plus mise en scène et beaucoup moins studieuse. Mais par contre, le contenu historique, lui, reste tout à fait juste et nous respectons la vérité historique. Nous l'habillons simplement pour pouvoir la rendre beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile à suivre. Il se faufile alors dans le tombeau et creuse un trou dans le cercueil de Menulphe, devenu Saint-Menou, pour continuer à lui parler. Toute la nuit, Blaise raconte ses menues histoires à Menou à travers le trou. Au fil du temps, les troubles du jeune homme s'estompent, jusqu'à ce qu'il devienne aussi sensé que n'importe qui, au grand étonnement des habitants du village. 52 scénettes et légendes correspondant à autant de lieux de visite sont disponibles gratuitement sur Internet. Elles sont aussi chargées dans les lecteurs loués par les offices de tourisme. Les circuits débutent le 10 mai. Quant aux Bourbons, certains règnent encore, comme Juan Carlos d'Espagne ou Henri Ier, grand-duc du Luxembourg. Tout de suite, Clermont-Soir.